Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur les fonds de performance absolue. Les marchés, actuellement, historiquement hauts, ont donc battu des records des deux côtés de l'Atlantique. Ces records ont été battus malgré une économie compliquée, des tensions géopolitiques et des conflits qui s'enlisent dans le monde entier. Dans ce contexte, nous souhaitions vous présenter des produits qui apportent de la diversification et de la décorrélation dans vos portefeuilles. Pour cela, nous avons donc deux invités que je vais vous présenter. Nathalie Rodriguez, directrice commerciale de Fidelity International, une société de gestion internationale indépendante qui gère plus de 700 milliards d'euros à fin décembre. Bonsoir. Bonjour Nathalie. Bonsoir. Et Laurent Chaubeur, gérant porte-parole de la gestion de BDL Capital Management, société française et indépendante, pionnière dans la gestion long short. Bonsoir à tous. Pour commencer, qu'est-ce qu'un fonds de performance absolue? Tout à fait. Donc bonsoir à tous et merci de nous écouter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'un fonds de performance absolue? Alors, une excellente question. Donc, les fonds de performance absolue ont pour objectif de réaliser des performances positives de manière régulière. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête et surtout, quelles que soient les conditions de marché. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a une durée recommandée d'investissement sur chaque fonds qu'il faut regarder. Mais c'est vrai que contrairement à des fonds un peu plus traditionnels, comme les actions ou les obligations, où l'objectif est de surperformer l'indice de référence, ici, les fonds de performance absolue cherchent tout simplement à générer une performance positive de manière régulière. Alors une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a en effet deux principes sur ce type de stratégie. Le premier principe concerne l'idée de décorrélation par rapport aux autres classes d'actifs. Et je pense qu'on va pouvoir échanger sur ce point parce que c'est un élément clé en effet sur les fonds de performance absolue. Et le deuxième principe, c'est que les fonds de performance absolue permettent en fait de baisser la volatilité et surtout d'avoir une volatilité moindre par rapport à un marché action et donc d'avoir en fait un risque plus contenu sur le marché action. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, je pense qu'il est important de savoir quels sont les moteurs de performance des différents fonds de performance absolue, parce qu'en effet, il y a plusieurs catégories de fonds de performance absolue. D'ailleurs, justement, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les stratégies utilisées dans les fonds de performance absolue et comment elles fonctionnent? Alors effectivement, il y a plusieurs grandes catégories. Je vais aller peut-être de la catégorie la plus simple à la plus compliquée, on va dire. Donc je pense que la catégorie la plus simple, c'est ce qu'on appelle le long short action. C'est ce que Fidelity sait faire, c'est ce que nous faisons aussi. Donc là, c'est assez classique, c'est-à-dire que vous allez acheter des valeurs et en face vendre d'autres valeurs. Et l'idée, c'est que les actions que vous achetez vont monter plus que celles que vous vendez. Et c'est comme ça que vous allez faire votre performance. Et au sein de cette classe, cette catégorie, vous avez ce qu'on appelle les long short actions market neutres, donc qui ne prennent pas du tout d'exposition au marché action et à sa direction, et les long shorts qu'on va dire directionnels, qui eux peuvent avoir une exposition variable au marché action. Donc ça c'est la première catégorie, la catégorie historique de la gestion alternative, je dirais. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle des fonds sur le crédit. Là, on avait parlé des actions, et vous avez l'obligataire et le crédit entreprise. Donc là aussi, vous allez avoir des stratégies d'arbitrage sur ces sujets-là, sur du crédit corporate, sur de l'investment grade, sur du haut rendement, ou qu'on appelle aussi high yield. Là encore, dans l'idée de fournir, comme on disait tout à l'heure, une performance régulière. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les fonds global macro. Donc là, on était sur des fonds avec une classe d'actifs avant. Là, on est sur plusieurs classes d'actifs. Au même moment, on va pouvoir faire des choses sur les actions, sur les obligations, sur les devises, sur les matières premières. Donc on va prendre des vues macroéconomiques qu'on va mettre en place par ces différentes classes d'actifs. Et puis je dirais la dernière catégorie alternative, c'est tout ce qui est quantitatif. Donc là, c'est des décisions de gestion qui sont prises par des algorithmes. Donc la valeur ajoutée ici, c'est de créer ces algorithmes qui vont d'ailleurs être de plus en plus développés avec l'intelligence artificielle. Et c'est ces algorithmes qui vont prendre les décisions de gestion, d'achat ou de vente, quelle que soit la classe d'actifs. Voilà un petit peu les 4 grandes catégories, je dirais, de gestion alternative. Très bien. Aujourd'hui, quels sont les avantages de ce type de fonds de performance absolue? Et les inconvénients aussi. Oui, bien sûr. Alors, on va parler des deux, en effet. Donc, en effet, il y a différents avantages à investir sur des fonds de performance absolue. Alors, je vais en citer 3. Le premier, et on en a parlé tout à l'heure, ça concerne la décorrélation, en fait, de ces classes d'actifs par rapport aux autres fonds plus traditionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comportement
des fonds de performance absolue va être différent que les comportements d'un fonds action ou d'un fonds obligataire. Et donc ça veut dire que la source de performance sera différente. Et il est vrai que quand les marchés sont baissiers, les fonds de performance absolue doivent résister. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième avantage, j'ai envie de parler évidemment de la diversification, puisque les fonds de performance absolue sont une classe d'actifs à part entière, et on sait très bien qu'un des principes pour avoir un bon portefeuille, c'est la diversification. Donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc c'est vrai que les fonds de performance absolue vous apportent justement ce pouvoir de diversification. Et le troisième avantage, c'est vrai que les fonds de performance absolue permettent d'améliorer le couple rendement-risque d'un portefeuille, c'est-à-dire ils permettent vraiment d'amortir en fait les risques dans le portefeuille. C'est une sorte de coussin en fait dans le portefeuille des clients. Et c'est vrai que peut-être pour l'illustrer, je peux partager avec vous une analyse que Fidelity a réalisée. Donc sur plus de 10 ans, on a analysé plusieurs types de portefeuilles, des portefeuilles qui n'ont pas de fonds de stratégie de stratégie de performance absolue et des portefeuilles qui ont justement des fonds de performance absolue. Et en fait, la conclusion est assez intéressante parce qu'on se rend compte que les portefeuilles qui ont des fonds de performance absolue permettent de baisser le risque de 20 à 30% en moyenne par rapport aux autres. Donc ça, c'est également un élément important à prendre en compte. Donc voilà les trois avantages. Alors côté inconvénient, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que le potentiel de performance des fonds de performance absolue sera toujours inférieur à un marché action qui est très haussier. Ça, c'est important de l'avoir. Alors, je dis ça de manière générale. Ça dépend évidemment après des moteurs de performance, mais je pense que c'est important que les auditeurs aient bien ça en tête. Très bien. Du coup, comment, vous en avez parlé tous les deux, comment les fonds de performance absolue peuvent contribuer à la diversification du portefeuille et donc à la décorrélation et à la gestion du risque de celui-ci? C'est un petit peu ce que Nathalie disait, c'est-à-dire que la performance absolue, vous allez rajouter une brique dans votre portefeuille qui ne bouge pas de la même façon que la première brique. Donc si je prends un exemple simple, j'ai un portefeuille qui n'a que des actions. Si la bourse perd 30%, demain matin, j'ai perdu 30%. Si ensuite j'ajoute une deuxième brique, obligataire, pour faire simple d'abord, demain la bourse perd 30%, mon obligation ne bouge pas, je n'ai perdu que 15%. Donc, en rajoutant la brique obligataire qui ne bouge pas avec les actions, j'ai réduit mon risque. Demain, je rajoute une troisième brique, qui est une brique de performance absolue de gestion alternative, qui ne bouge pas de la même manière que les actions ou les obligations. De nouveau, je réduis mon risque. Donc, si on prend l'exemple du long short action, le long short action, il n'est pas directement lié au marché action. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui va faire la performance du marché action, ce que je disais au départ, c'est est-ce que j'ai acheté des entreprises qui ont monté plus que les entreprises que j'ai vendues? Si c'est le cas, j'ai gagné de l'argent. Si ce n'est pas le cas, j'en ai perdu. Mais quelque part, quelle que soit la direction du marché action, je ne suis pas directement dépendant de ça. Donc si demain, je rajoute une brique performance absolue dans mon portefeuille initial, comme elle n'est pas directement liée à ma brique action, je diversifie et je réduis mon risque de mon portefeuille. C'est un petit peu là où la gestion alternative arrive pour diversifier. Très bien. Pouvez-vous nous fournir l'un et l'autre des situations où les fonds de performance absolue ont performé différemment du reste d'un portefeuille classique? Oui, tout à fait. Alors là, je vais évidemment en parler pour le fonds de Fidelity que vous avez sélectionné dans le cadre de vos contrats d'assurance vie, donc qui s'appelle le fonds Absolute Return Global Equity. Donc c'est vrai qu'il y a des environnements de marché sur lesquels le fonds, en tout cas ce sera en effet des environnements un peu moins favorables pour le fonds. Et j'ai en tête notamment un environnement qui est un peu trop axé sur la macroéconomie par exemple, ou un environnement dans lequel les fondamentaux des entreprises sont complètement ignorés. Ce seront en effet des environnements de marché qui seront moins favorables pour le fonds de Fidelity. Et je vais l'illustrer avec un exemple concret. Donc en novembre 2020, donc il y a eu énormément d'afflux de particuliers sur les marchés actions. Et donc c'est un mois où que les entreprises soient de qualité ou que les entreprises ne soient pas de qualité, toutes les entreprises en fait ont augmenté. Et juste pour donner un exemple, sur ce seul mois de novembre 2020, les marchés actions au niveau global, donc c'est l'indice MSCI World All Country, a réalisé une performance uniquement sur le mois de 9,4%. Donc on voit bien les excès. Et évidemment, dans ce type de scénario, le fonds de Fidelity a réalisé une performance négative de 2,5%.
Alors je tiens à rassurer les auditeurs, c'est vrai que ça reste de l'excès. Donc par la suite, c'est évidemment tout ça est vite absorbé. Et je tiens aussi à rassurer les auditeurs sur une autre chose, c'est que ce mois de novembre 2020 a été l'un des pires mois pour le fonds Fidelity. D'ailleurs, c'est le pire mois pour le fonds Fidelity, donc c'est important de l'avoir en tête. Et sur une note un peu plus positive, même si on sait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, sur toute l'année 2022, où vous avez eu un choc de marché. Donc évidemment, il y a eu la déclaration de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous avez eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement, vous avez eu des remontées de taux. Donc toute cette année, ça a été une année très très volatile sur les marchés actions. Et donc la performance sur les actions au niveau mondial, on a réalisé une performance de moins 13%. Et là, notre fonds s'est très bien comporté puisqu'on a réussi à réaliser une performance de 8,4%. Et donc là, on voit bien en effet le côté coussin, amortisseur dans ces périodes de baisse de marché. Alors nous, de notre côté, c'est le fonds BDL Rempart Europe. C'est un fonds qui a été monté en 2006. C'est le fonds long short le plus ancien en France, qui a à peu près 1 milliard en cours sous gestion aujourd'hui. Et donc pour répondre à la question, peut-être 2022, comme disait Nathalie, nous aussi c'était une année très positive. Donc dans les marchés en Europe, puisque nos actions européennes qui ont baissé d'à peu près 10%, BDL Rempart a progressé de 15%. Donc un écart de 25% sur cette année-là, dû au fait que les 3 moteurs de performance ont marché en même temps, à savoir gagner de l'argent et faire de l'alpha sur les positions longues, mais aussi sur les positions short et aussi sur la gestion de l'exposition nette au marché. Donc c'est une année, on dit qu'elle a fait moins 10, mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait d'abord moins 20 et que le marché est revenu. On a eu cette année-là une bonne maîtrise de cette exposition nette pour se réexposer quand les marchés remontaient et se sous-exposer quand les marchés baissaient. L'année dernière, en revanche, la performance a été correcte, mais moins élevée que les marchés actions. On a dû faire plus 6%, donc un petit peu décevant par rapport à la classe d'actifs actions, mais quand même une belle année de consolidation, je dirais, après la performance de 2022. Très bien. Les fonds de performance absolue prétendent être moins dépendants des conditions de marché, comme vous venez de l'expliquer. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne et dans quelle mesure c'est vrai? Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être commencer et puis bien entendu, Laurent, si vous voulez continuer, n'hésitez pas. Alors, je vais peut-être citer 2 raisons ici. La première raison, c'est que c'est vrai que les fonds de performance absolue utilisent souvent des instruments un peu plus sophistiqués, comme vous le disiez juste avant, qui lui permettent en effet d'avoir des positions acheteuses et des positions vendeuses. Alors, c'est quoi des positions vendeuses? C'est tout simplement de parier ou en tout cas de penser qu'une action va baisser et donc de pouvoir gagner de l'argent sur ce pari-là du fait que l'action va baisser. Donc c'est ça les positions vendeuses. Et donc du fait que les fonds de performance absolue ont parfois justement ces instruments un peu plus sophistiqués mais qui restent liquides, je tiens à le préciser, eh bien quand les marchés sont tirés vers le bas, ça apporte justement ce coussin, cet amortisseur dont je parlais tout à l'heure. Donc ça c'est une première raison, c'est le fait d'avoir des instruments un peu plus sophistiqués. Et la deuxième raison, et là je vais peut-être un peu plus prêcher pour ma paroisse, mais bien entendu vous pourrez également ajouter quelque chose, c'est que Fidelity s'est doté d'un outil de construction de portefeuille assez pointu qui permet en fait d'atténuer les biais sectoriels, les biais géographiques et également les biais de style, et d'avoir ainsi obtenir un bêta qui est égal à 0, c'est-à-dire de ne prendre aucune direction sur les marchés, c'est-à-dire que la performance du fonds ne va pas être influencée par l'évolution du marché. Et je pense que ça, c'est un élément qui est important et qui nous différencie aussi dans notre approche avec le fonds de BDL. Très bien. La question qu'on se pose tous en ce moment, les marchés ils viennent de battre des records, ils sont au plus haut, est-ce que c'est quand même le bon moment pour investir dans des fonds actions? Alors, sur ce sujet que j'aime beaucoup, j'ai deux remarques. La première, c'est que il ne faut pas oublier que sur le long terme, les actions montent, donc forcément elles font des plus hauts. Donc c'est pas toujours mauvais d'investir sur des plus hauts. Et d'ailleurs, quand vous regardez les statistiques historiques, quand vous investissez sur un plus haut, à la limite, la probabilité de gagner de l'argent sur les 2 mois qui suivent est plutôt bonne. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et je dirais l'avantage du long short, le nôtre comme celui de Fidelity, c'est que justement, vous n'avez pas trop besoin de vous poser la question du niveau du marché. Parce que de nouveau, notre sujet, c'est vraiment de sélectionner et d'acheter des entreprises qui vont faire mieux que les entreprises qu'on a décidé de vendre pour parier à la baisse. Donc,
que le marché soit à un plus haut ou pas, c'est pas vraiment notre sujet. Notre sujet, c'est est-ce qu'il y a assez d'entreprises qu'on aime bien à acheter au bon prix et est-ce qu'il y en a assez à vendre. Et tant qu'on a cette configuration, à ce moment-là, le marché action, on n'a pas besoin de savoir son niveau. Et il se trouve en l'occurrence qu'en ce moment, ce qu'on appelle la dispersion dans le marché, donc la diversité des entreprises et de leur valorisation est très élevée. Donc c'est idéal pour le travail du long short, qu'il soit market neutre comme chez Fidelity ou qu'il soit directionnel comme chez nous. Très bien. Vous avez commencé un peu à présenter et à différencier vos fonds, donc je vais vous laisser maintenant parler un peu plus de chacun de ce que vous proposez et de en quoi ils se différencient l'un de l'autre et du marché. Je peux commencer, très bien. Donc écoutez, je vais commencer. Donc le fonds qui a été sélectionné aujourd'hui, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appelle le fonds Fidelity Absolute Return Global Equity. Donc je pense qu'il y a 3 caractéristiques clés aujourd'hui que les auditeurs doivent bien garder en tête. Le premier, c'est que c'est un fonds qui va investir sur les actions au niveau mondial avec un bêta qui est égal à 0. C'est-à-dire qu'on ne veut aucune direction sur les marchés. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonds ne va pas être influencé par l'évolution des marchés actions, par la volatilité. Ça, c'est une première chose. Le deuxième élément, et je pense que c'est aussi un élément assez différenciant, c'est que le fonds n'a aucun biais de style. C'est-à-dire qu'on neutralise le biais de style. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la performance du fonds va être uniquement issue de la sélection de titres. Et c'est ce qu'on veut à travers ce fonds. Et la troisième caractéristique concerne évidemment la volatilité, puisqu'on a une volatilité qui est assez contenue, on est inférieur à 5%. Et d'ailleurs, on a ce qu'on appelle les drawdowns, donc dans le jargon financier, c'est-à-dire les pertes maximales, qui ont été, depuis que le fonds a été créé, inférieures à 5%. Donc ça, c'est aussi important, donc cette volatilité qui est contenue. Et l'objectif de réaliser une performance de cash plus 5% par an sur la durée de vie, enfin sur la durée recommandée du fonds. Donc ça, c'est les 3 caractéristiques clés. Alors comment on arrive à faire ça? Donc à travers 2 volets. Le premier volet, c'est que les gérants vont s'appuyer en fait sur la recherche fondamentale de Fidelity. C'est quoi la recherche fondamentale de Fidelity? Ce sont nos 180 analystes qui sont présents partout dans le monde, qui vont aller sélectionner les entreprises et qui mettent des notations, donc forte recommandation à l'achat pour des entreprises qu'on aime et qu'on veut acheter, ou au contraire, forte recommandation à la vente pour des entreprises que l'on n'aime pas. Et donc ça va être notre premier filtre. Et donc on va uniquement sélectionner que les entreprises qui sont fortement recommandées à l'achat et les entreprises qui sont fortement recommandées à la vente. Donc ça nous fait un panier de 650 valeurs. Alors, faire un fonds avec 650 valeurs, c'est pas ce que veut faire Fidelity, puisqu'on veut vraiment avoir un fonds qui est concentré et un fonds de conviction. Donc c'est là où le deuxième volet arrive. Et donc ça concerne en effet l'outil de construction de portefeuille dont je parlais tout à l'heure, qui va permettre, en fonction de différents signaux quantitatifs, d'avoir justement un portefeuille beaucoup plus fin, où on va avoir 75 positions longues sur les entreprises sur lesquelles on est acheteuse, et 75 positions courtes sur les entreprises sur lesquelles on veut vendre. Et une fois qu'on a dit ça, je pense que voilà, le fonds aujourd'hui, il a été créé en 2020, donc en septembre 2020, on a plus de 3 ans et demi aujourd'hui de track. Et c'est vrai que Morningstar, qui est un fournisseur de données externes qui note les fonds, nous a attribué 5 étoiles Morningstar, ce qui montre vraiment la qualité de gestion du fonds. Et comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est vrai que dans ces environnements où les marchés sont assez hauts en tout cas, avoir des fonds de performance absolue, ça a vraiment du sens. Alors sur le fonds chez nous, donc on l'a dit, c'est BDL Rempart, donc c'est un fonds long short equity directionnel, donc on peut avoir une exposition qu'on choisit au marché action, qui peut varier, je dirais, entre 0 et 100%. Aujourd'hui, elle est autour de 60%. Ça va varier en fonction des opportunités qu'on trouve à l'achat et à la vente. Et après, la manière dont on fait notre travail, on le fait en allant visiter les entreprises. Nous, vraiment, notre ADN, c'est de rencontrer les entreprises et d'identifier, pour la poche acheteuse, des entreprises dont le potentiel de croissance et de rentabilité est sous-valorisé à un moment donné par le marché. Et de comprendre pourquoi. Donc ça peut être parce que la société a une croissance moribonde et donc ça n'intéresse pas tellement les investisseurs. C'est le cas, par exemple, où ça a été le cas par exemple de Saint-Gobain, croissance moribonde pendant plusieurs années. Et puis, transition énergétique qui arrive, besoin de rénovation des bâtiments. Saint-Gobain, leader européen de tout ce qui est isolation et double vitrage, tout d'un coup, ces marchés finaux augmentent en croissance. Donc là, on repère
le côté moribond au départ de la société, on investit au moment où le marché ne se rend pas compte de cette transition énergétique, et au fur et à mesure qu'il se rend compte, il revalorise les perspectives de Saint-Gobain. Et donc là, on va en profiter à l'achat. Donc c'est vraiment notre métier, rencontrer les entreprises et identifier celles dont le potentiel n'est pas encore bien apprécié par le marché. Et de l'autre côté, position vendeuse, poche vendeuse, c'est un petit peu l'inverse. On va aller voir les entreprises et essayer d'identifier celles qui ont des problèmes conjoncturels, ralentissement de l'activité à un moment donné sur un pays ou sur un produit, ou plus structurels, problème de modèle économique. J'ai des concurrents qui arrivent en face de moi, je ne sais pas comment faire pour lutter, et ma rentabilité va se dégrader. Ou, ce qui est un classique du long short aussi, entreprises qui ont des problèmes comptables, c'est-à-dire qui optimisent leur comptabilité pour cacher ce qu'elles font vraiment, et leur rentabilité réelle est beaucoup plus basse. Donc là, on passe beaucoup de temps sur la comptabilité et la lecture des rapports annuels pour identifier ces tricheurs potentiels entre guillemets et parier à la vente si jamais on voit qu'il y a une vraie différence entre la réalité économique et la comptabilité affichée. Donc c'est ce genre de travail d'analyse société par société qui nous permet, comme Philippe, de constituer notre poche acheteuse et notre poche vendeuse. Et je dirais la spécificité supplémentaire, c'est que c'est un fonds concentré lui aussi, puisque sur les poches acheteuses, on a à peu près 30 valeurs, et sur la poche vendeuse, 40 valeurs. Donc ça reste très concentré et spécialisé sur les actions européennes, qui est ce qu'on sait faire depuis maintenant 18 ans. Je vous remercie. Alors je tiens à préciser aussi que le fonds Fidelity est global et que vous êtes européen et que ces fonds, en plus d'être décorrélés vis-à-vis du marché, sont aussi décorrélés l'un de l'autre, donc ce qui peut apporter l'un et l'autre une plus-value à votre portefeuille. On va passer maintenant aux questions qui ont été posées par les auditeurs. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a reçu quelques questions par mail. Peut-être une première question pour Laurent. Donc BDL Rempart a obtenu d'excellents résultats les 3 dernières années. Comment expliquez-vous les difficultés observées en 2020 et quelles sont les mesures que vous avez prises pour éviter ce type de déconvenue? Oui, alors en 2020, on a effectivement connu quelques difficultés temporaires mais réelles au moment du confinement. La raison principale, c'est que comme le fonds était concentré, on était notamment actionnaire de certains dossiers qui sont dans des cycles économiques classiques très défensifs, donc notamment par exemple des sociétés comme Vinci ou Eiffage qui sont des concessionnaires d'autoroutes. En général, le trafic autoroutier bouge très peu, ou des sociétés qui sont été par exemple dans tout ce qui est blanchiment du linge avec Elis, ou encore restauration collective avec Elior. Ces métiers-là sont très défensifs, sauf que quand vous confinez toute l'économie, il n'y a plus d'activité. Donc ça a pesé beaucoup, premièrement. Deuxièmement, si vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu des interdictions de shorter, donc ce qu'on appelle le short ban, un petit peu comme en 2008 pour éviter les spéculations à la baisse. À l'époque, on ne faisait que du titre vif. Depuis, c'est la deuxième partie de la question, comment on a répondu à ça? On s'est doté de nouveaux outils, notamment la capacité à protéger le portefeuille par des paniers sectoriels ou des futurs ou des options sur indice. Et c'est cette nouvelle boîte à outils, je dirais, qui nous a permis justement de constituer des très bonnes performances 2022, 2023 et 2021. Merci beaucoup. Alors donc avec le CAC 40 qui est actuellement à plus de 8000 points, des bourses mondiales très chères, est-ce qu'on peut investir en associant rentabilité et risque réduit? Est-ce qu'au final les fonds de performance absolue, c'est pas le produit miracle? Excellente question, en effet. Alors, quand on voit en effet sur le papier, c'est vrai que les fonds de performance absolue sont en effet des très bons pourvoyeurs dans le cadre de vos portefeuilles, d'apporter un coussin, comme je le disais, un amortisseur. Après, ce qu'il est aussi important de voir pour les investisseurs, c'est de comprendre les moteurs de performance. Donc ça, c'est important. Il y a une autre logique également à voir, c'est la diversification. Je pense qu'aujourd'hui, étant donné les marchés qui sont en effet très hauts, la diversification est clé, que ce soit sur les actions, sur les obligations, sur les fonds de performance absolue, même sur l'immobilier. Mais je pense qu'en effet, il est important aujourd'hui, dans les marchés qu'on connaît, d'ajouter des fonds de performance absolue pour apporter ce coussin et pour diversifier son portefeuille. Merci beaucoup, c'était très clair. Peut-être une autre question. Est-ce que vous auriez une durée recommandée pour un investissement dans un fonds de performance absolue? Alors, je pense qu'il faut rester sur une durée longue, donc je pense minimum 3 ans, avec un objectif plutôt à 5 ans, et je pense qu'il ne faut pas se tromper. C'est vrai que la performance absolue a pour vocation de faire une performance qui est lissée dans le temps, mais c'est vrai aussi que la performance absolue de temps en temps peut décevoir, d'où l'idée d'avoir cet horizon plus long que juste le mois ou le trimestre. Très bien. Alors, est-ce que ça vous est arrivé de vous tromper sur vos choix de position short? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réagi?
Alors peut-être que je peux te laisser parler parce que c'est vrai que sur les positions, alors je vais peut-être commencer. Alors évidemment chez Fidelity, alors on peut se tromper évidemment. Ce que font les gérants souvent du fonds, c'est qu'ils discutent beaucoup avec nos analystes qui sont sur le terrain. Donc je rappelais tout à l'heure, on a 180 analystes qui sont sur le terrain, qui eux aussi vont visiter les entreprises pour essayer de comprendre quelle est la valeur ajoutée des entreprises. Et c'est vrai qu'on peut se tromper évidemment, et ça a été le cas notamment en 2020 où avec la baisse des taux, on a shorté notamment un titre qui est un broker américain, qui malheureusement ça n'a pas marché, et donc du coup en rediscutant avec les analystes, on a revu notre position et on l'a coupé en effet. Alors évidemment, comme dans le cadre du fonds, il y a 75 positions longues, 75 positions courtes, ça permet évidemment d'être noyé dans la performance globale, mais ça existe. Ce qu'il faut, je pense, et c'est vraiment la philosophie de Fidelity, c'est voilà, de se remettre tous ensemble autour de la table, de réévaluer en fait le cas sur l'entreprise et de savoir couper quand on pense qu'on s'est trompé en effet. Merci beaucoup. Alors, le short, c'est un métier de spécialiste et un métier très difficile. C'est beaucoup plus difficile que le long et c'est plus risqué que le long. Parce que quand une position va contre vous en long, son poids dans votre portefeuille baisse. Donc, si demain elle va encore contre vous, c'est un peu moins grave qu'aujourd'hui. Le short, c'est exactement l'inverse. Si elle va contre vous, le titre monte. Donc, demain, il est plus important dans votre portefeuille. Donc, s'il monte encore, ça fait de plus en plus mal. Donc ça veut dire que pour le coup, la gestion des risques sur le short, c'est obligatoire. Donc nous, ce qu'on fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Un, on diversifie plus qu'en long. C'est pour ça que je disais qu'on a plus de positions en short que ce qu'on a en long. Deux, vous mettez un maximum sur vos positions short. Donc c'est pour ça qu'on n'a aucune position qui va au-dessus de 3%. Et si le titre monte au-dessus de 3%, on écrète la position. Et trois, vous avez des outils de suivi pour notamment identifier deux choses. Est-ce qu'à un instant T, c'est risqué ou pas de shorter dans le marché? Donc ça, on a des indicateurs propriétaires qu'on a développés. Et pour un titre donné, est-ce que c'est dangereux de le shorter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y a une bonne nouvelle, est-ce qu'il va monter énormément parce qu'il y a déjà beaucoup de hedge funds qui sont short et qui vont devoir se racheter? Donc, ce qu'on va faire, on va gérer la taille de la position de la poche short dans BDL Rempart en fonction de ces indicateurs notamment. Est-ce que le marché est bon pour shorter ou est plutôt toxique? Et une fois qu'on est dans ce marché-là, quel titre on a en portefeuille? Et les titres qui sont très shortés déjà, on peut les avoir, mais on sait qu'ils sont très shortés, donc ils sont risqués, et donc on sait qu'on va mettre une petite position dans le portefeuille. Donc c'est vraiment une gestion des risques assez précise et qui se nourrit d'indicateurs qu'on développe au fur et à mesure du temps et de l'expérience. Merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question pour conclure. Combien de temps en général vous gardez vos positions et quand est-ce que vous décidez de vendre du coup? Alors je vais commencer peut-être. Donc en fait, sur le fond, il y a une revue qui est faite de manière trimestrielle. Alors pourquoi elle est faite de manière trimestrielle? Parce que les notations Fidelity se fait de manière trimestrielle. C'est-à-dire que nos 180 analystes, en effet, font des points avec les entreprises de manière trimestrielle et donc vont faire évoluer leur notation de manière trimestrielle. Donc tous les trimestres, on va regarder, on va rebalancer le portefeuille en fonction des convictions de marché, en sachant que ce qui est important aussi, c'est la gestion des coûts, puisque faire tourner les portefeuilles, ça coûte cher. L'idée, c'est de ne pas faire payer cher aux investisseurs. Donc on se met encore une fois tous autour de la table, on essaye d'avoir beaucoup de bon sens et voilà, de voir si tous les trimestres, il faut faire des gros changements sur le portefeuille ou pas. Et vous verrez que dans le cadre du fonds, et c'est inscrit dans le cadre du reporting, les coûts sont assez mesurés et ça c'est important également dans le cadre voilà, de la performance globale. Merci beaucoup. Alors la question est très pertinente dans un long short parce que, en tout cas chez nous, la période de détention est très différente entre le long et le short. Donc sur le long, on a une période de détention, je dirais en moyenne de 18 mois. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure de Saint-Gobain et de la transition énergétique, ça prend du temps que ça change le type de croissance de l'entreprise. Donc il faut accompagner l'entreprise pour voir ce potentiel de revalorisation. En short, la période de détention est plutôt de l'ordre du trimestre parce que, comme je le disais avant, le short, c'est plus risqué. Le management est plutôt contre vous à essayer de faire monter son cours de bourse alors que vous souhaitez l'inverse. Donc vous vous attachez plus à avoir des événements spécifiques qui vont arriver et qui vont essayer de cristalliser votre raisonnement.
Et si vous n'avez pas cet événement qui arrive, vous avez tendance à rapidement réduire la position, voire sortir la position. C'est pour ça que sur le short, la période de détention est plus courte. Merci beaucoup Maxime, je vais te laisser conclure. Très bien, donc voilà, c'est une présentation de cette nouvelle classe d'actifs. Donc on a 2 très beaux fonds à vous proposer sur nos contrats. Je vous propose de contacter tout simplement vos conseillers afin d'avoir plus d'informations sur ces fonds, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.